Je me souviens de l'heure exacte. Il était 16h47. Le soleil d'automne, déjà bas, filtrait à travers les lamelles du store vénitien de mon bureau, dessinant des lignes de poussière dorée sur le clavier. Une heure anodine, le moment où l'on s'accorde généralement un café, où l'on termine l'ébauche d'un rapport. Mais pour moi, ce fut l'heure où ma réalité de père protecteur s'est fissurée, laissant apparaître l'abîme de l'incompréhension, et, pour être tout à fait honnête, d'une rage froide et inattendue. J'étais assis, les doigts sur les touches, tentant de me connecter au portail sécurisé de la banque. Ce n'était pas une tâche nouvelle, je le faisais chaque mois, religieusement, pour vérifier le solde, m'assurer que les virements automatiques se passaient bien et que les intérêts composés continuaient leur travail silencieux et essentiel. Cet accès, c'était le fil d'Ariane qui me liait à l'avenir de mon fils, Sébastien. J'ai tapé mon identifiant habituel, un mélange de lettres et de chiffres que je connaissais par cœur depuis près de 10 ans. Puis, le mot de passe. J'ai toujours été méticuleux avec la sécurité numérique. Un mot de passe complexe, changé tous les 3 mois. J'ai cliqué sur Entrée. Et c'est là que le piège s'est refermé. Un message, bref et glacial, est apparu en lettres capitales rouges, contrastant de manière insultante avec le fond gris bleuté apaisant du site de la banque. Accès refusé. Veuillez vérifier vos identifiants. J'ai soupiré. Une erreur de frappe, sans doute. Mes doigts s'étaient peut-être empâtés avec l'âge ou la fatigue. J'ai recommencé, cette fois-ci en affichant le mot de passe pour m'assurer que la majuscule et le symbole étaient bien là où ils devaient être. Clic. Même verdict. Accès refusé. Veuillez vérifier vos identifiants. La 3e tentative fut celle de la panique montante. Ce n'était plus une erreur de ma part. 3 tentatives échouées sur un système bancaire, cela signifie généralement le blocage temporaire du compte pour des raisons de sécurité. J'ai eu un frisson. Était-ce un piratage? Avions-nous été ciblés? Mon esprit a immédiatement basculé en mode gestion de crise financière, imaginant déjà des virements frauduleux vers des paradis fiscaux. Mais en regardant de plus près la notification en bas de l'écran, je n'ai pas vu le message habituel de sécurité mentionnant un blocage temporaire suite à des tentatives infructueuses. J'ai vu une petite ligne, encore plus insidieuse, qui a transformé ma peur en certitude glaciale. Le mot de passe a été modifié il y a moins de 24 heures. Ce n'était pas un hacker, c'était personnel. L'accès à ce compte, le compte épargne avenir, CEA, était fondamental. Ce n'était pas juste un compte courant, c'était le fruit de 15 années de travail acharné, de repas parfois frugales, de vacances repoussées. C'était l'enveloppe sacrée que nous avions créée pour financer l'intégralité des études supérieures de Sébastien, y compris l'année de spécialisation à l'étranger dont il rêvait, et potentiellement l'apport pour son premier appartement. La somme était substantielle, suffisante pour garantir sa tranquillité pour la décennie à venir. Et jusqu'à ce jour funeste, j'étais le seul gestionnaire désigné, le seul à avoir la pleine visibilité et les droits d'administration. Sébastien avait eu 18 ans 6 mois plus tôt. Il était légalement majeur. Nous avions eu une conversation sur la transition progressive de ses responsabilités financières. J'avais ajouté son nom au compte pour qu'il puisse voir l'évolution, le responsabiliser, lui donner le sentiment d'être copropriétaire de son avenir. Mais nous avions un accord, un pacte tacite. Je gérais les investissements complexes, la gestion des risques et les versements mensuels, et lui pouvait consulter. Jamais, au grand jamais, il n'était censé modifier les paramètres de sécurité sans mon accord explicite. J'ai immédiatement saisi mon téléphone de bureau. J'ai composé son numéro de portable, celui qu'il avait depuis le lycée, un numéro que je connaissais mieux que le mien. Une sonnerie. 2, 3. Puis la voix synthétique de sa messagerie. « Vous êtes bien sur le répondeur de Sébastien. Laissez votre message après le bip. » J'ai raccroché brusquement. J'ai senti une chaleur monter dans ma nuque. Ce n'était pas la première fois qu'il ne répondait pas immédiatement. C'était un jeune homme occupé par ses études d'ingénieur et sa vie sociale florissante. Mais la coïncidence avec l'alerte de modification de mot de passe était trop troublante pour être ignorée. J'ai essayé de l'appeler sur sa ligne fixe d'étudiant, l'appartement qu'il partageait en colocation à Lyon, une ville à 3 heures de route de chez nous. Pas de réponse. J'ai basculé sur l'application de messagerie instantanée. « Sébastien, tu as changé le mot de passe du CEA ? Appelle-moi immédiatement, c'est urgent. » L'attente d'une réponse fut un supplice lent. Les minutes s'étiraient, déformées par l'angoisse. Il était en ligne. Je pouvais voir la petite coche bleue, signifiant qu'il avait lu mon message. Mais il ne répondait pas.
Au bout de 20 minutes de silence radio, j'ai envoyé un message plus direct, plus tranchant, laissant percer mon irritation. Je ne peux plus accéder au compte de tes études. Explique-toi, et vite. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle. La réponse est venue presque immédiatement. Un texte court, dénué de toute émotion. C'était la première fois que je ressentais un tel détachement dans une communication avec mon propre fils. Le message a agi comme une décharge électrique, me laissant à la fois paralysée et plein d'une énergie nerveuse. J'ai relu la phrase 5 fois. Je gère maintenant. C'était une déclaration d'indépendance, non pas celle que l'on attend et que l'on encourage chez un jeune homme de 18 ans, mais une prise de pouvoir sournoise, exécutée dans le secret et l'exclusion. Mon premier réflexe fut d'appeler ma femme, Hélène, pour partager cette nouvelle absurde. Elle, la médiatrice habituelle, la voix de la raison. Hélène était en déplacement professionnel ce jour-là, à l'étranger. J'étais seule face à cette crise digitale. Je me suis levée, faisant les 100 pas dans mon bureau. Mes pensées s'entrechoquaient. Pourquoi cette soudaine rupture? Était-ce une crise d'adolescence tardive? Une pression de ses amis? Avait-il rencontré quelqu'un qui l'influençait? Le plus troublant n'était peu le fait qu'il veuille prendre le contrôle de son argent, mais la méthode, le blocage unilatéral, le mensonge par omission, l'exclusion totale de la personne qui avait passé des années à construire ce trésor. J'ai essayé la fonction mot de passe oublié sur le site bancaire. J'étais peut-être le gestionnaire principal, mais le compte était désormais lié à son adresse e-mail et depuis son ajout récent, à son numéro de téléphone. Le système a refusé de m'envoyer le lien de réinitialisation, déclarant que l'administrateur principal avait désactivé l'option de récupération par email secondaire pour des raisons de sécurité renforcées, une mesure que j'avais moi-même mise en place il y a des années pour éviter les piratages, mais qu'il avait apparemment utilisée contre moi. C'était une ironie cinglante. Le problème n'était pas la consultation. Le vrai problème, c'était le virement crucial que je devais effectuer la semaine suivante. L'acompte pour le semestre d'hiver, une somme conséquente, avec une date limite stricte. Si je ne pouvais pas accéder au compte, si je ne pouvais pas effectuer le transfert, les conséquences seraient catastrophiques. Il pourrait perdre sa place dans ce programme d'élite, tout ça parce qu'il voulait jouer à l'homme fort. L'escalade de la situation m'a forcé à une confrontation mentale immédiate. J'aurais pu me mettre en colère, jeter l'ordinateur, hurler au scandale. J'ai choisi la voie de l'analyse froide. Sébastien avait commis une erreur stratégique monumentale, et ce qu'il ignorait à ce moment-là était la profondeur et l'étendue de ma propre architecture de sécurité. Il voyait le compte comme une simple application, un accès numérique qu'il pouvait verrouiller avec une combinaison de 8 caractères. Il voyait la porte, mais il ignorait qu'avant que cette porte numérique n'existe, j'avais construit les fondations de béton, j'avais rédigé les contrats juridiques et j'avais sécurisé les points d'ancrage dans la roche. Ce compte avait été initialement ouvert sous une structure légale particulière que seuls les clients Premium Heritage de notre banque pouvaient utiliser. Une structure mise en place pour garantir la protection du capital contre tout événement imprévu, y compris la folie passagère d'un bénéficiaire immature. Il y avait des clauses que lui, en tant que simple co-signataire ajouté récemment, ne pouvait ni voir ni modifier. J'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé ma banque, demandant à parler à ma conseillère privée, Madame Dubois, une femme d'une 50aine d'années, discrète et d'une efficacité redoutable, qui gérait nos affaires depuis la création du CEA. « Monsieur Garnier, quel plaisir. Comment puis-je vous aider ?» Sa voix était douce, professionnelle, ignorant la tempête qui faisait rage dans mon cœur. J'ai exposé la situation en restant aussi neutre que possible, insistant sur le fait que le nouveau co-signataire, mon fils, avait modifié les identifiants d'accès. « Ah oui, c'est tout à fait possible, monsieur Garnier. Maintenant qu'il est co-titulaire et majeur, il a les mêmes droits d'administration sur l'accès en ligne que vous. Mais Madame Dubois, et il m'a bloqué l'accès, j'ai un virement essentiel à faire la semaine prochaine. » Elle a tapoté sur son clavier, le bruit sec résonnant dans le combiné. « Un instant. Oui, je vois une demande de modification des accès faite hier après-midi. Le nouveau mot de passe est actif. Malheureusement, puisque vous êtes tous deux co-titulaires avec droits égaux sur la plateforme en ligne, je ne peux pas contourner son changement pour vous donner l'accès. Cela serait considéré comme une violation de la sécurité d'un des titulaires. » La bureaucratie, l'ennemi éternel. Le système était conçu pour l'égalité, mais dans ce cas, l'égalité devenait un outil de sabotage. Et si je me déplace en agence avec ma carte d'identité, vous pouvez demander une réinitialisation de votre accès, mais l'accès principal restera probablement celui géré par la dernière personne à l'avoir modifié. Nous devrions l'appeler pour qu'il valide ou que l'on prouve un différend majeur, ce qui prendrait plusieurs jours, monsieur Garnier. Le temps que nous lancions une enquête interne, votre date limite sera dépassée. J'ai raccroché, la gorge serrée par la frustration. Sébastien avait réussi son coup.
Il avait érigé un mur de feu numérique et bureaucratique. Il se croyait invincible, protégé par le paravent de sa nouvelle indépendance. Il y a eu un moment de désespoir pur, où je me suis assis, la tête entre les mains. Tout ce que j'avais bâti pour lui, la confiance, la sécurité, l'avenir planifié, était en train de s'effondrer à cause d'un mot de passe stupide et d'un besoin puéril d'affirmer son contrôle. C'est là que le pattern interrupt est arrivé. La panique s'est retirée, remplacée par la clarté. Je n'étais pas seulement un père, j'étais un homme d'affaires, un stratège qui avait passé sa vie à anticiper les failles et les imprévus. Et le véritable trésor, ce n'était pas l'argent du compte, c'était la connaissance de la structure de protection qui l'entourait. Sébastien avait verrouillé la porte avant, il avait scellé l'accès numérique, mais il avait oublié que lorsque j'avais initialement créé ce compte il y a 15 ans, il était soumis aux lois et aux protocoles qui existaient avant l'ère des applications bancaires simplifiées. J'ai marché jusqu'à la bibliothèque, un meuble massif en chêne, et j'ai tiré un vieux registre dissimulé derrière une collection d'ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. C'était un cahier en cuir démodé, rempli de notes manuscrites, de numéros de compte et de références cryptiques que je conservais comme une relique. J'ai tourné les pages jaunies jusqu'à la section marquée CEA 2008. Le CEA n'était pas qu'un compte d'épargne, c'était un trust familial Géry, une structure que nous avions mise en place avec l'aide d'un conseiller juridique pour maximiser l'efficacité fiscale et garantir que les fonds ne puissent être utilisés que dans un but précis, les études et l'achat d'un premier bien immobilier, et ce jusqu'à l'âge de 30 ans du bénéficiaire. Il y avait une clause spécifique que j'avais exigée à l'époque, qui était désormais la seule faille dans son bouclier numérique. La clause précisait que si l'administrateur principal, moi, perdait l'accès numérique au capital, et si une échéance critique pour le bénéficiaire, Sébastien, approchait, dans ce cas les frais de scolarité, une procédure d'urgence était automatiquement déclenchée, permettant un accès physique et juridique au fonds. C'était mon second hook, le rappel brutal que dans le monde complexe de la finance, le papier et la loi l'emportent toujours sur le code. Sébastien s'était concentré sur la fermeture de l'application. Il avait ignoré l'existence de la Constitution. Il avait cru que son geste était l'ultime affirmation de son autonomie, mais il venait de déclencher un protocole de sécurité que seul son père connaissait. Un protocole dormant, conçu précisément pour contrer les situations d'urgence ou, comme je le réalisais maintenant, de mésententes profondes. Je n'avais pas besoin de son mot de passe. Je n'avais pas besoin de l'accord de Madame Dubois. J'avais un document de 18 pages, notarié, qui me donnait une clé d'accès supérieure, la clé principale. J'ai relu la ligne décisive, gravée dans ma mémoire depuis toutes ces années et que j'avais complètement oubliée jusqu'à cette minute de crise. En cas de blocage d'accès numérique par le bénéficiaire co-administrateur, le fiduciaire principal, le père, est autorisé à initier un virement de désactivation d'urgence via le canal sécurisé bêta. Ce canal sécurisé bêta n'était pas sur le site web. C'était un ancien système d'échange de données sécurisé, accessible uniquement avec un token physique que je conservais dans mon coffre-fort professionnel et qui permettait de communiquer des instructions directement au département juridique de la banque sans passer par l'interface utilisateur standard. Mon fils m'avait bloqué l'accès au compte, croyant détenir le pouvoir total sur son avenir financier. Mais en agissant ainsi, il avait sans le savoir ouvert la porte dérobée, la voie d'urgence que j'avais secrètement aménagée, et que lui, dans toute son arrogance numérique, avait complètement ignoré. Il avait coupé le courant sur l'autoroute, sans savoir que j'avais construit une voie ferrée souterraine juste en dessous. L'enjeu n'était plus de récupérer un mot de passe, l'enjeu était de démontrer la différence entre la simple consultation d'un solde et la véritable maîtrise de la structure financière. Le plan était maintenant clair. Je n'allais pas l'appeler pour supplier, je n'allais pas engager de litige pénible. J'allais utiliser le protocole bêta pour effectuer le virement scolaire nécessaire, pour garantir qu'il ne perde pas sa place. Puis, je ferais quelque chose de bien plus significatif. Je n'allais pas seulement reprendre le contrôle du compte, j'allais mettre en lumière l'étendue totale de ce qu'il ne savait pas, et ce qu'il découvrirait allait changer absolument tout, non seulement dans notre relation, mais dans sa compréhension même de l'argent et de l'héritage. Sébastien avait verrouillé la porte, j'allais déverrouiller le plafond, sans bruit, sans avertissement. La première étape était de me rendre au bureau pour récupérer le token bêta, une petite carte à puce que je n'avais pas touchée depuis plus de 5 ans. Mon fils, mon cher Sébastien, tu as cru couper les ponts, tu as cru gagner une liberté totale en tapant sur ton clavier, mais tu as oublié une chose essentielle. C'est moi qui ai posé les câbles et rédigé les règles du jeu. Et ce que tu ignores va te frapper de plein fouet. Je suis le père, et cette histoire est loin d'être terminée.
Si vous voulez savoir ce qu'il y avait sur cette carte à puce bêta et quelle a été ma première action stratégique après avoir été bloquée par mon propre fils, assurez-vous de continuer l'écoute de cette histoire. La suite vous révélera comment l'ignorance digitale de mon fils a déclenché une réaction en chaîne inattendue. C'est dans la partie 2 que je vous dévoilerai le contenu exact du canal sécurisé bêta et la première conséquence immédiate et dévastatrice de mon contre-attaque. L'écran renvoyait un blanc acide, une insulte silencieuse. Le mot de passe était incorrect, le même mot de passe que j'utilisais depuis une décennie, le même que j'avais dicté à mon fils Pierre il y a de cela à peine 6 mois, dans un geste de confiance que je regrettais désormais avec une violence physique. L'impuissance était un poison lent, se diffusant dans mes veines, m'ôtant la capacité de respirer correctement. Je n'étais pas seulement bloquée, j'étais effacée, rendue invisible par l'homme que j'avais élevé, à qui j'avais donné les clés de mon royaume numérique par pure volonté de le préparer à l'avenir, de lui inculquer le sens de la responsabilité financière, et plus honnêtement, par un désir narcissique de lui montrer que je n'avais rien à cacher. Ce dernier point, l'ouverture totale, était ma plus grande vulnérabilité, et Pierre venait d'y planter une hache. J'ai tenté la récupération. Ce processus, que j'avais toujours trouvé risiblement compliqué en temps normal, est devenu un labyrinthe kafkaïen. La plateforme exigeait une vérification en 2 étapes, un protocole que Pierre avait récemment modifié, insistant sur sa nécessité pour la cybersécurité moderne. Le code de vérification était envoyé à son numéro de téléphone, un cercle vicieux cruellement bouclé. J'ai essayé l'option de vérification par email, mais l'adresse de secours avait également été changée. La seule adresse de contact enregistrée était désormais une boîte mail que je ne reconnaissais pas, une chaîne de caractères alphanumériques sans aucune signification pour moi, une barrière impersonnelle qui criait la préméditation. Ce n'était pas une erreur de frappe, ce n'était pas un piratage extérieur, c'était une exclusion méticuleusement orchestrée. La fureur a cédé la place à une nausée glaciale. La gravité de la situation n'était pas seulement le fait d'être verrouillé hors de mes finances courantes, mais le secret terrifiant que ce compte contenait. Cette vérité que Pierre ignorait totalement et qui rendait son acte non seulement égoïste, mais potentiellement désastreux, à une échelle que lui, dans sa jeunesse insolente, ne pouvait absolument pas concevoir. Je me suis immédiatement tournée vers le téléphone, mes doigts tremblants sur l'écran. Mon premier appel à Pierre a sonné 4 fois, puis est tombé directement sur sa messagerie vocale. Un silence poli et enregistré qui contrastait violemment avec la tempête qui se déchaînait en moi. J'ai rappelé. Même résultat. J'ai envoyé un message texte, d'abord neutre, tentant la voie du dialogue. « Pierre, le compte semble bloqué. Appelle-moi d'urgence. Il y a un problème de vérification. » Quelques secondes plus tard, l'horrible confirmation numérique. Lu. Pas de réponse. Le silence continuait, mais il était désormais actif, choisi, délibéré. C'était un mur de mépris passif-agressif. La nature exacte de ce qui était en jeu dans ce compte devait maintenant être révélée pour comprendre l'intensité de ma panique. Ce n'était pas l'argent de mon épicerie ou mes économies de vacances. Ces fonds étaient gérés par des comptes distincts. Non, ce compte, celui que Pierre avait désormais barricadé, était le réceptacle de la transaction la plus cruciale de ma vie récente. Une opération que j'avais gardée secrète pour épargner ma famille d'une anxiété inutile et pour garantir le succès de la procédure sans interférence émotionnelle. Il s'agissait du fonds de sécurité pour mon intervention chirurgicale. Pas une urgence, mais une nécessité vitale planifiée depuis plus d'1 an. Une intervention complexe, rare, qui nécessitait un spécialiste à l'étranger et dont la date était fixée dans 10 jours. Ce compte contenait non seulement les honoraires du chirurgien, mais aussi les garanties de l'établissement hospitalier, le dépôt de la chambre stérile et le montant exigé par l'assurance pour couvrir la période post-opératoire immédiate, le tout nécessitant une validation numérique et des transferts interbancaires spécifiques à un fuseau horaire éloigné. Des transferts qui devaient commencer aujourd'hui. Pierre n'en savait rien. Il voyait ce compte comme une réserve importante, certes, mais peut-être comme un trésor familial qu'il pensait que j'allais dilapider pour une raison futile. Au pire, comme un moyen de pression pour m'empêcher de faire un achat qu'il désapprouvait. Il avait récemment exprimé son désaccord véhément sur l'idée que je pourrais investir dans un projet immobilier risqué dont je lui avais brièvement parlé, mais que j'avais finalement abandonné. Il avait agi, je le savais au plus profond de moi, par une forme pervertie de protection ou de contrôle, croyant sauver mes fonds d'une mauvaise décision parentale. Il n'avait aucune idée qu'en sécurisant mes fonds, il était en train de sécuriser ma propre incapacité à vivre. J'ai tenté de contacter mon avocat. L'heure tardive compliquait les choses. Les protocoles de l'établissement bancaire, même avec l'aide légale, étaient lents. Le verrouillage numérique par un cotitulaire ou un utilisateur autorisé était une forteresse légale.
La banque considérait cela comme un litige familial interne et exigeait une preuve formelle, une injonction ou le consentement du titulaire ayant initié le blocage, c'est-à-dire Pierre. Je suis restée bloquée dans les boucles infinies de la musique d'attente du service client, cette mélodie insipide devenant la bande sonore de ma descente aux enfers. Pendant que j'attendais, les pensées se sont tournées vers le passé, cherchant la faille dans notre relation qui aurait pu conduire à une telle trahison. Pierre a toujours été un enfant exceptionnellement brillant, doté d'un sens aigu de la justice et d'une obsession pour le contrôle. Adolescent, il organisait méticuleusement son emploi du temps, ses finances de poche et même mes voyages lorsqu'il le pouvait. C'était une qualité que j'avais admirée, la voyant comme le signe d'une maturité précoce. Lorsque j'avais décidé de lui donner les accès secondaires au compte, c'était après une longue conversation sur la gestion du patrimoine et la préparation à l'âge adulte. Je me souviens de ce moment avec une clarté douloureuse. C'était un soir de décembre, près de la cheminée. J'avais ouvert le dossier numérique, expliquant chaque ligne budgétaire. J'avais insisté. Ceci est l'architecture de ma sécurité. Tu dois savoir comment elle fonctionne et tu dois comprendre que la confiance est la monnaie la plus précieuse. Il avait hoché la tête, ses yeux fixés sur l'écran, non pas avec avidité, mais avec une concentration presque religieuse. Il avait même suggéré des améliorations au niveau de la sécurité, des protocoles de double authentification, des modifications de l'adresse email de récupération, toutes choses qu'il avait mises en place et qui servaient aujourd'hui à m'enfermer. Je l'avais trouvé prudent, méticuleux. Je n'avais pas vu le piège. J'avais confondu prudence avec la volonté de domination. L'idée qu'il ait pu mal interpréter un élément de ma vie financière, un investissement potentiel passé qui ne s'est jamais concrétisé, prenait de l'ampleur. Il y a 3 mois, j'avais eu une discussion animée au téléphone concernant une ancienne dette d'un ami qui devait être réglée via un transfert important. Pierre était dans la pièce. Il m'avait regardé avec inquiétude, s'exclamant que je me faisais arnaquer et que je devais être plus rigide avec mon argent. Peut-être avait-il extrapolé, imaginant que cette somme vitale pour mon opération était en fait destinée à une autre folie financière. La paranoïa juvénile avait pris le dessus sur le bon sens filial. Mon deuxième message à Pierre était moins mesuré. Ceci n'est pas un jeu, j'ai besoin de cet accès, maintenant. Ce qui est dans ce compte est lié à une urgence médicale que tu ignores. Ne me force pas à prendre des mesures extrêmes. Réponds. Encore une fois, la confirmation de lecture. Encore le silence. C'était une provocation pure et simple. Il jouait au chat et à la souris. Ou bien il était si profondément convaincu de sa justesse qu'il ne réalisait pas l'énormité de la situation. J'ai passé la nuit suivante dans un état de veille forcé, l'ordinateur ouvert devant moi, tentant toutes les combinaisons possibles de réinitialisation, d'identification secondaire, de contact avec les services techniques qui ne pouvaient opérer sans le consentement du titulaire principal, ou des titulaires dans ce cas, car nous étions tous deux enregistrés. J'ai même envisagé d'aller directement chez lui, de forcer la confrontation, mais la raison m'a retenue. L'humiliation serait complète si je devais supplier mon propre fils pour avoir accès à mes propres ressources vitales. Et surtout, je craignais que la confrontation physique ne dégénère et que le temps perdu soit plus coûteux que le temps passé à chercher une solution légale ou technique. Mais le temps était l'ennemi le plus implacable. 10 jours pour une opération à l'étranger, ce n'est rien. Les confirmations d'hospitalisation devaient être faites sous 48 heures, le paiement des cautions devant être effectué pour verrouiller ma place. Chaque minute perdue était une chance accrue de voir cette fenêtre d'opportunité médicale se refermer, me renvoyant des mois, peut-être une année, en arrière, avec les conséquences que cela impliquait pour ma santé. C'est alors, vers 4 heures du matin, dans l'obscurité angoissante du salon éclairé seulement par l'écran, qu'un détail infime a percé ma bulle de désespoir. J'avais un compte bancaire secondaire, presque inutilisé, lié à ce compte principal uniquement pour les transferts automatiques de fonds destinés à une association caritative que je soutenais. Par curiosité macabre, j'ai consulté ce compte secondaire. Il était toujours accessible, car Pierre n'avait pas les identifiants complets pour celui-ci. Rien d'anormal sur le solde, mais l'historique des transactions m'a glacé le sang. Il y avait une série de petits mouvements, des retraits minuscules, réguliers, espacés de manière très précise, qui avaient commencé il y a environ 2 semaines, bien avant que le compte principal ne soit bloqué. Ces transactions, insignifiantes individuellement, quelques euros à chaque fois, totalisaient une somme dérisoire, mais leur nature était déconcertante. Les libellés étaient cryptiques, des noms de services en ligne que je ne reconnaissais pas, des plateformes de jeux ou de paris, des abonnements numériques obscurs. Ces retraits n'étaient pas le fait d'un vol classique, car ils étaient trop petits pour cela.
Ils semblaient être des tests ou des signatures numériques. Et le plus étrange, le dernier retrait de cette série datait de la veille de mon blocage, et il était accompagné d'une tentative de virement sortant vers une adresse IP étrangère que la banque avait automatiquement signalée comme suspecte et bloquée. Ce virement suspect n'avait jamais eu lieu, mais il prouvait deux choses. Premièrement, Pierre avait eu accès au compte bien avant de me bloquer, et deuxièmement, il n'était peut-être pas la seule personne agissant sur le compte. Pourquoi Pierre, qui était d'une sobriété et d'une rigueur presque ascétique en matière d'argent, se serait-il engagé dans des micro-transactions suspectes et une tentative de transfert international vers une destination inconnue? Ce n'était pas son style. Ce n'était pas le modus operandi d'un fils tentant simplement de protéger son père contre une dépense idiote. C'était la signature d'une intrusion. Peut-être pas la sienne, mais de quelqu'un utilisant son accès, ou peut-être d'un Pierre sous contrainte ou manipulé. L'idée même qu'une entité tierce puisse être impliquée a introduit un nouveau niveau de terreur. Si Pierre était en difficulté, si son accès au compte avait été compromis, ou s'il était sous l'influence de quelqu'un d'autre, alors mon problème d'accès devenait secondaire face au danger qu'il encourait. Et cela expliquait peut-être le silence. S'il était manipulé, il ne pouvait pas répondre. J'ai passé l'heure suivante à décortiquer les libellés des transactions minuscules. L'un d'eux, un nom particulièrement étrange, Sigma Protocol 404, m'a interpellé. J'ai tapé la phrase dans un moteur de recherche, mon cœur battant la chamade. Les résultats étaient cryptiques, pointant vers des forums de discussion très spécialisés, des endroits où l'on parlait de crypto-monnaies illicites, de services de sécurisation des actifs numériques contre rançon et de réseaux qui vendaient des informations bancaires. Mon fils, l'étudiant modèle en économie, était-il tombé dans un piège de cybercriminalité? C'était la seule explication qui donnait un sens à la complexité du verrouillage et à l'utilisation d'une nouvelle adresse e-mail de récupération inconnue. Pierre avait peut-être été contraint de transférer les accès à une tierce partie qui avait immédiatement verrouillé le propriétaire initial pour opérer en toute tranquillité. Il avait peut-être bloqué le compte par pure panique après avoir réalisé qu'il avait été dupé et qu'il avait mis mes fonds en danger, ou pire encore, il avait été menacé s'il ne s'exécutait pas. Mais la banque restait inflexible. Un titulaire a bloqué l'autre. Sans le consentement de Pierre, aucune réinitialisation n'était possible. J'ai saisi mon téléphone une dernière fois, ignorant l'épuisement. J'ai renoncé aux appels. J'ai composé un nouveau message texte, ne s'adressant plus au fils désobéissant, mais à l'homme que j'imaginais en détresse. Pierre, j'ai vu les transactions. Sigma Protocol 404. Si tu es en difficulté, réponds par le mot-clé que tu as inventé pour notre coffre-fort d'enfance. Je ne dirai rien à la police. Je n'appellerai pas la banque. Mais tu dois me donner la clé d'accès pour le transfert chirurgical. C'est une question de vie ou de mort. Je t'en supplie. J'ai attendu, l'image de l'écran lue, gravée dans ma rétine. L'horloge affichait 5h37. 59 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Une réponse est arrivée. Ce n'était pas le mot-clé de notre enfance. C'était une ligne de texte froide, dénuée d'émotion, qui venait d'un numéro inconnu. Ton fils est en sécurité. Le compte ne sera pas déverrouillé avant la fin du protocole. Ne contactez pas les autorités. Nous avons le contrôle total. Votre intervention peut attendre. La panique était remplacée par l'horreur. Ce n'était plus Pierre. C'était une voix étrangère, une menace organisée. Mon fils n'était pas le coupable. Il était la victime. Et moi, l'otage financier, d'une opération que j'avais involontairement financée par ma confiance. Mon corps médical et mon temps étaient la rançon. Et ce qu'ils ignoraient tous, c'est que le temps, pour moi, était maintenant compté de manière exponentielle, rendant leur jeu macabre une sentence de mort potentielle. Le silence de Pierre était le silence de l'otage, et la clé de ma survie était maintenant entre les mains de mes bourreaux numériques. Je devais trouver une solution. Mais comment défier une ombre quand ma propre existence dépendait de la seule chose qu'il contrôlait totalement? La froideur de l'écran, cette image figée de refus catégorique, m'est revenue comme un coup de poing, non pas une, mais des dizaines de fois depuis que le silence de mon fils avait transformé un simple problème technique en une déclaration de guerre. L'écho du accès refusé résonnait dans chaque coin de notre appartement, un fantôme numérique qui s'était invité dans notre réalité. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de gestion de portefeuille, c'était devenu un exercice douloureux de déconstruction de 25 ans de relations parents-enfants.
J'avais beau essayer d'analyser chaque échange, chaque mot prononcé lors de nos dernières conversations, je ne trouvais rien qui justifie une telle manœuvre. C'était une attaque chirurgicale, précise, et surtout incroyablement dénuée d'explications, ce qui la rendait d'autant plus insupportable. Mon cœur, ou peut-être mon orgueil blessé, refusait d'accepter l'idée qu'il ait pu agir par pure malice ou par vengeance puérile. Mon fils, je le connaissais, ou du moins je croyais le connaître, comme un être pragmatique, mais profondément juste. S'il avait bloqué l'accès, il devait y avoir une raison monumentale, quelque chose que j'avais manqué, une information essentielle qui, dans sa logique déformée, justifiait ce blackout financier. C'est sur cette hypothèse, celle d'un malentendu colossal ou d'une tentative de protection incomprise, que j'ai orienté mes recherches, basculant de la colère brute à la méticulosité du détective. Le compte bloqué n'était pas un simple compte courant, c'était le creuset de notre avenir. Il contenait la quasi-totalité de l'épargne mise de côté pour notre retraite, des chiffres que nous avions patiemment accumulés, des investissements stratégiques placés sur 2 décennies. Mais ce qui était pire que la perte de liquidité immédiate, c'était le fait que ce compte servait de coffre-fort numérique à des documents bien plus précieux. Les scans du testament original de mon père, les clauses spécifiques de la société familiale que j'avais liquidée, les preuves d'achat d'un terrain en Toscane, un rêve lointain mais concret, et surtout les coordonnées et les identifiants d'un portefeuille d'obligations gouvernementales géré par une tierce partie, dont l'existence même était liée par une obscure clause à la plateforme principale. Sans accès à la plateforme, ces obligations, bien que techniquement non gérées par mon fils, devenaient inaccessibles, comme des fantômes dans le système financier. Ma première réaction, épuisée par l'échec des tentatives de récupération de mots de passe et l'absence de réponse à mes messages vocaux et écrits, des messages qui avaient commencé par être doux et inquiets avant de devenir tranchants et exigeants, fut de contacter la banque. Ce fut une impasse bureaucratisée à l'extrême. La personne au bout du fil, une dame à la voix monocorde et au ton de robot, m'expliquait patiemment, mais fermement, que puisque l'accès avait été révoqué par un cotitulaire ou un administrateur ayant les pleins pouvoirs, mon fils, dans ce cas précis, ayant été nommé administrateur des accès secondaires l'année précédente, une décision que je regrettais amèrement, il ne pouvait rien faire sans son accord explicite ou une ordonnance judiciaire. Il s'agissait de protection des données et de lutte contre la fraude interne. L'ironie macabre de cette situation ne m'échappait pas. La protection mise en place pour prévenir un acte malveillant externe était désormais mon bourreau, activé par celui que je croyais être mon allié le plus proche. J'ai alors décidé d'abandonner le combat numérique. Si la technologie était la barrière, la solution devait se trouver dans le passé, dans l'analogique, dans ce que la génération de mon fils, obsédée par la dématérialisation et la sécurité en ligne, avait tendance à négliger. Le papier, les registres physiques, les vieilles habitudes oubliées. La recherche a commencé dans le bureau, cette pièce que j'appelais le mausolée de la paperasse, un lieu où le temps semblait s'être arrêté dans les années 90. J'ai sorti les boîtes en carton jaunies par l'âge, celles qui sentaient la poussière, le moisi léger et les vieux timbres-poste. Chaque boîte représentait une année fiscale, chaque dossier une étape de ma vie professionnelle et familiale. J'ai méthodiquement ouvert chaque chemise, traquant un indice, un numéro de référence secondaire, un contact notarié obsolète, n'importe quoi qui pourrait révéler une porte de sortie, une clause que nous aurions signée il y a des lustres et qui me donnerait une autorité résiduelle. Ce fut un travail éreintant, mentalement et physiquement. Les nuits étaient courtes, hantées par des scénarios catastrophes. Mon partenaire, témoin silencieux de ma détresse, essayait de me réconforter, de me rappeler que nous avions d'autres ressources, que nous ne serions pas à la rue. Mais l'enjeu était plus grand que la simple survie financière. Il s'agissait de rétablir la vérité et la confiance. Ces murmures doux ne parvenaient pas à percer l'épaisseur du mur de frustration qui m'entourait. Je me sentais trahie, humiliée, mais surtout, je me sentais responsable d'avoir donné autant de pouvoir à mon enfant sans jamais envisager cette extrémité. Au milieu de cette archéologie fiscale, j'ai repensé à l'étrange question de mon fils, posée l'hiver dernier, lors du réveillon. Il avait évoqué, avec une insistance que j'avais trouvée curieuse à l'époque, l'existence d'un vieux coffre-fort bancaire que nous avions possédé quand il était enfant. Je lui avais répondu que nous l'avions vidé et fermé en 2005, que tout était désormais numérisé. Son visage s'était crispé.
Il avait acquiescé et n'avait plus jamais abordé le sujet. Aujourd'hui, cette micro-expression prenait une signification sinistre. Cherchait-il à s'assurer qu'il n'y avait aucune échappatoire physique avant de réaliser son coup? S'était-il trompé dans son évaluation? Je me suis concentrée sur cette piste, bien que mince. Le coffre avait été vidé, oui, mais que contenait-il exactement? J'ai passé au crible les registres de 2004 et 2005. J'ai trouvé des bordereaux de dépôt, des relevés d'inventaire du coffre. La liste était banale. Bijoux familiaux sans grande valeur monétaire, quelques vieilles actions physiques et une douzaine de disquettes. Oui, des disquettes. À l'époque, c'était notre méthode de sauvegarde infaillible pour les documents critiques. Ces disquettes devaient contenir des copies de documents clés, peut-être les identifiants originaux, avant la migration vers la plateforme numérique bloquée. Où étaient passées ces disquettes? La liste d'inventaire précisait qu'elles avaient été transférées et archivées à domicile, après la fermeture du coffre. Mon regard s'est posé sur le vieux meuble secrétaire en chêne, hérité de ma grand-mère. C'était un meuble massif, élégant, mais surtout un labyrinthe de tiroirs et de compartiments secrets, un vestige d'une époque où la sécurité ne dépendait pas de mots de passe à 16 caractères, mais de loquets cachés et de clés en laiton. Je me suis approchée du meuble. Sa surface était recouverte d'une patine de cire et d'une légère couche de négligence. J'avais fouillé les tiroirs principaux la semaine précédente, sans succès. Mais je savais par cœur l'astuce de ce meuble particulier. Un petit ressort dissimulé sous la garniture veloutée du 3e tiroir du haut. En pressant fermement l'endroit exact, un panneau latéral, qui semblait faire partie de la structure portante, se déverrouillait. Le mécanisme a couiné doucement, un son réconfortant après le silence pesant des jours passés. Le compartiment secret révélé n'était pas vide. Il contenait une pile de lettres, des photos sépia, et au fond, enveloppé dans une pochette en papier craft datant visiblement des années 90, ce que je cherchais. Un petit carnet à couverture rigide, et à côté, la douzaine de disquettes, méticuleusement étiquetées. La découverte de ce carnet fut un moment de répit intense, une bouffée d'air dans l'asphyxie. C'était un registre manuel que j'avais tenu pendant les premières années de la gestion électronique de nos finances, un livre d'ombre dans lequel je notais systématiquement les identifiants de sécurité primaires, les questions secrètes et les contacts humains de l'époque, avant que la banque ne centralise tout et ne remplace les conseillers personnels par des centres d'appels anonymes. Les disquettes étaient inutiles, je n'avais plus d'ordinateur avec un lecteur adéquat, mais le carnet était de l'or pur. En feuilletant les pages, j'ai trouvé l'entrée concernant la plateforme bloquée. Ce n'était pas le mot de passe actuel de l'administrateur, celui que mon fils avait probablement modifié, mais les identifiants de l'époque du maître du compte, c'est-à-dire moi. Plus important encore, j'ai trouvé une annotation manuscrite en marge, datant de 1998, concernant la création du compte. Elle stipulait « Clé de réversion G2 liée au notaire du bois, contrat de prévoyance numéro X783 ». Accès maintenu par la clé primaire physique en cas de blocage numérique prolongé. C'était une clause que j'avais complètement oubliée, rédigée à une époque où nous craignions plus un crash informatique généralisé qu'une trahison familiale. La clé primaire physique, que signifiait cette relique? La note référençait également une adresse, celle d'un cabinet notarial dans une petite ville de province, spécialisée dans les successions complexes et les trusts à l'ancienne. Ce notaire du bois était le garant de cette clause de réversion. Mon fils, dans son arrogance numérique, avait certainement pensé qu'en changeant le mot de passe, en modifiant les paramètres de l'administrateur en ligne, il avait scellé la porte pour toujours. Il avait manipulé la couche la plus moderne et la plus visible de la sécurité financière. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'aucun registre numérique moderne ne référençait, c'était l'existence de cette clause de réversion, ce filet de sécurité analogique, géré par une tierce partie complètement déconnectée du système bancaire en ligne. Cette clause était une procédure d'urgence, activable uniquement en cas de litige financier avéré ou d'impossibilité d'accès prolongé. Nous étions en plein dedans. Le choc fut double. La révélation de l'existence d'un chemin d'accès secret et la réalisation que, en bloquant l'accès, mon fils avait paradoxalement rempli la condition même qui déclenchait l'activation de cette procédure d'urgence oubliée. La clé primaire physique mentionnée sur le carnet ne devait pas être une clé au sens littéral, mais un code, un jeton ou un document qui, présenté au notaire du bois, activerait le mandat posthume ou la réversion du contrôle. En cherchant frénétiquement dans le même compartiment secret du meuble secrétaire, j'ai trouvé, glissé sous les disquettes,
un petit sachet de velours rouge. À l'intérieur, il y avait un objet lourd, froid et métallique, une médaille ancienne, d'apparence banale, avec un numéro de série gravé au dos et le sceau d'une institution financière disparue depuis longtemps. Et surtout, une carte de visite jaunie de M. Dubois. Mon cœur battait la chamade. Mon fils avait peut-être réussi à verrouiller ma vie numérique, mais en le faisant, il avait involontairement mis en lumière l'antidote, le dispositif de sécurité ultime, oublié de tous, même de moi, pendant plus de 20 ans. Il avait sécurisé le château avec un fossé électrique, ignorant que j'avais en poche la clé rouillée du pont-levis. Le temps était venu non pas de le confronter par téléphone, mais d'activer cette relique bureaucratique. Je devais comprendre pourquoi il avait agi ainsi, et je devais le faire avec une position de force retrouvée. La prochaine étape était claire. Contacter le notaire Dubois, présenter cette médaille et ce carnet, et découvrir l'étendue exacte du pouvoir que cette clé primaire physique m'offrait. Je sentais que la vérité, la raison fondamentale de l'acte de mon fils, était imbriquée dans les papiers et les secrets que M. Dubois détenait. J'étais à la veille d'une confrontation inattendue, non pas contre mon fils, mais contre ce que mon fils croyait me cacher, et ce qu'il ignorait allait véritablement tout changer. L'heure de la vérité approchait, et elle était gravée sur une vieille médaille en métal froid. Restez à l'écoute pour la suite, car l'activation de cette clause de réversion a dévoilé un secret familial si profond qu'il a rendu la question du compte bancaire presque secondaire. Vous ne voudrez absolument pas manquer la 4e et dernière partie, où tout est révélé. L'air dans le bureau de l'étude était devenu si lourd qu'il semblait presque liquide, une masse de suspicion et d'appréhension qui m'étouffait. J'avais passé les dernières 48 heures dans un état de veille permanent, chaque son, chaque ombre projetée par les phares de voitures passant devant la maison, ravivant le tourment intérieur. La découverte initiale, ce blocage numérique brutal, avait fait place à une détermination froide, presque clinique. Je ne pouvais plus reculer. Ce n'était plus une question de fond, mais une question de vérité, de la confiance entre un père ou une mère et son enfant. La simple idée que mon fils, l'enfant que j'avais élevé en inculquant la valeur de l'honnêteté et de la transparence, puisse orchestrer une telle manœuvre me vrilla l'estomac. J'avais, comme je l'avais pressenti, un atout que mon fils avait totalement omis dans sa planification méticuleuse et, je dois l'admettre, assez sophistiquée. Dans sa mentalité purement numérique, habitué à la dématérialisation absolue, il avait oublié l'existence de l'ancrage physique, de la sécurité d'avant l'ère des clouds et des tokens. Il avait sécurisé toutes les portes numériques, changé les mots de passe, activé la double authentification sur des appareils que je ne possédais même pas. Mais il avait négligé l'ultime bouée de sauvetage que j'avais mise en place il y a des décennies, lors de la création initiale de ce compte pivot. C'était un petit carnet, un Léopold à la couverture écornée, rangé dans le fond d'un coffre-fort que nous utilisions uniquement pour les documents de succession et les bijoux de famille. Il contenait, non pas les mots de passe actuels, qui changeaient toutes les 3 semaines à cause de ces obsessionnelles politiques de sécurité, mais les questions de sécurité initiales, celles qui n'étaient posées qu'en cas de réinitialisation d'urgence par téléphone, en passant par le service de support de niveau 3 de la banque. Et surtout, il contenait le numéro de série et le code PIN de l'ancienne clé USB physique, celle qui servait de clé maître pour l'accès hors ligne aux enregistrements de transactions. Une relique, un fossile technologique, mais incroyablement puissant. Mon fils pensait que cet outil était déclassé. Il se trompait lourdement. J'ai saisi le téléphone, le cœur battant la chamade, mes mains tremblant légèrement, non pas par peur, mais par l'imminence de la révélation. J'ai composé le numéro d'urgence, traversant les méandres des menus vocaux automatisés. Quand j'ai finalement atteint un être humain, j'ai dû déployer tout mon art de la rhétorique pour justifier la nécessité absolue de la réinitialisation de mon accès. J'ai utilisé les questions de sécurité tirées du vieux carnet, la marque de ma première voiture, le nom du professeur de CE2, l'endroit exact où nous avions signé l'hypothèque de la première maison, des informations si personnelles que personne d'autre que moi n'aurait pu les détenir. Le temps que la conseillère bancaire prenne pour vérifier et valider ma demande semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde remplie par le bruit sourd de mon sang pulsant dans mes tempes. Finalement, elle a prononcé les mots magiques. « Votre accès a été restauré, monsieur. Vous pouvez vous connecter immédiatement. » Je me suis précipité vers l'ordinateur. La connexion a été établie. La tension a atteint son paroxysme lorsque la page de l'historique des transactions s'est chargée. Ce que je m'attendais à voir était un désastre, une série de retraits frauduleux, des transferts vers des comptes exotiques, la preuve irréfutable de la perfidie, ou pire, d'une addiction cachée. Mais ce que j'ai vu,
Ce que j'ai découvert a instantanément effacé toute lueur de colère et de suspicion, la remplaçant par un choc si profond que j'ai dû m'agripper au bord du bureau pour ne pas tomber. Le compte n'était pas vide. Il était, techniquement, en déficit temporaire, mais les transactions n'étaient pas des retraits. C'étaient des virements, des mouvements d'une complexité ahurissante, tous dirigés vers une seule et même entité, une société fiduciaire que je n'avais jamais entendue, enregistrée à l'étranger, oui, mais sous une structure légale d'une rigueur absolue. Et au bas de la liste, une note cryptée, un message que mon fils avait laissé dans la section des mémos, pensant que seul lui et son avocat pourraient la décoder. Opération SN, à boucler avant le 15, date limite de l'offre non renouvelable. L'opération SN. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. En recoupant les montants exacts et la date limite, un souvenir lointain, une conversation murmurée il y a 6 mois, sur un rêve fou, est revenu en trombe. C'était la maison de campagne. Non, pas notre maison de campagne actuelle, mais celle de mon enfance. La vieille ferme familiale, que mes parents avaient dû vendre il y a 40 ans, dans une période de difficultés financières extrêmes. Elle était située sur une petite colline, avec la plus belle vue sur la vallée que j'ai jamais connue. Depuis des années, j'exprimais, souvent avec une mélancolie désabusée, le souhait de pouvoir la racheter un jour, de la voir revenir dans le giron familial. Elle venait d'être mise en vente récemment, un événement rarissime. Mais le prix était astronomique, bien au-delà de mes moyens, même avec les économies du compte. J'ai passé les heures suivantes à décortiquer les mouvements. Ce n'était pas une escroquerie, c'était une machination financière d'une envergure que je n'aurais jamais cru possible pour mon fils. Il n'avait pas volé l'argent. Il avait utilisé la somme de notre compte comme levier initial, la mélangeant avec un financement personnel massif et des prêts garantis qu'il avait négociés en secret. L'argent était temporairement passé par la fiduciaire offshore uniquement pour contourner des réglementations fiscales spécifiques à la vente immobilière et pour garantir une discrétion absolue jusqu'à la signature finale. Le blocage de mon accès n'était pas un acte de trahison, mais un bouclier, une mesure extrême pour garantir que je ne découvre pas les transactions complexes et, plus important encore, que je ne panique pas en voyant l'argent disparaître temporairement, ce qui aurait pu saboter l'intégralité de l'opération. Il m'avait bloqué l'accès pour me protéger de la vérité temporaire d'un compte en apparence vide, afin de réaliser un cadeau monumental et impossible. La honte m'a frappée avec la force d'une vague glaciale. J'avais douté. J'avais soupçonné mon fils de la pire des bassesses, alors qu'il était en train de déployer une logistique digne d'un PDG de multinationale pour réaliser le rêve silencieux de son père. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon fils. Il a répondu immédiatement, sa voix trahissant une fatigue nerveuse et une tension extrême. « Papa, tout va bien ?» Je n'ai pas pu maintenir la façade. « Je sais, » ai-je dit, ma voix étranglée par l'émotion. « Je sais ce que tu faisais avec le compte. » Un long silence s'est installé à l'autre bout, lourd, assourdissant. Puis, un soupir de défaite. Il pensait que j'avais découvert la transaction par hasard et que j'allais exiger qu'il l'annule, gâchant l'achat. « Écoute, papa, je peux tout expliquer. C'est compliqué. Je savais que tu aurais vu les virements massifs et que tu aurais paniqué. Il fallait que ce soit fait rapidement, sans interférence. C'est pour ça que je t'ai bloqué. Je devais garantir l'accord. » Je l'ai coupé, ma gorge nouée. « La ferme, mon cœur. La vieille ferme. » « Tu l'as fait ?»« Non, la signature est le 15. Mais oui, c'est ça. L'opération SN. Séjour nostalgique. Je voulais que ce soit une surprise. Une fois le transfert final fait, l'argent reviendrait, augmenté de mes contributions, bien sûr. C'est pour toi. Pour maman et toi. Vous en parliez toujours. J'ai travaillé 6 mois sur le montage pour que ça tienne la route financièrement. Les mots étaient simples, mais ils contenaient le poids de mois de sacrifice, de travail acharné, et surtout d'un amour filial silencieux et immense. « Viens à la maison », ai-je ordonné, non pas avec sévérité, mais avec une urgence nouvelle. Maintenant. 1 heure plus tard, il était là. Il est entré, les traits tirés, l'air d'un homme qui avait porté le poids du monde. Il s'attendait à la réprimande, à la déception. Il s'attendait à devoir se justifier de la transgression de la confiance. Au lieu de cela, je me suis levée, je l'ai serré dans mes bras, le plus fort que j'ai pu. C'était le câlin d'un père qui venait de passer par le doute, la suspicion, la peur du pire.
pour finalement découvrir la preuve la plus éclatante de la bonté de son enfant. « Je suis tellement désolée », ai-je murmuré à son oreille. « J'ai douté de toi. J'ai pensé le pire. » Il s'est reculé, les yeux humides. « Je comprends, papa. J'aurais dû communiquer, mais je voulais tellement que la surprise soit totale. La banque était formelle. Si les fonds fluctuaient, l'offre serait retirée. Je devais m'assurer que tu ne fasses rien, que tu ne vois rien. Je n'ai pas pensé à ta clé maître, au vieux carnet. C'est mon erreur. » Nous nous sommes assis et il a passé les 2 heures suivantes à dérouler toute l'histoire, le plan dans sa totalité. Il a expliqué comment il avait utilisé la fiduciaire pour sécuriser les fonds de manière invisible, comment il avait négocié le prêt à taux incroyablement bas grâce à ses contacts professionnels, et comment l'ancien compte familial, avec son historique impeccable, avait servi de base de crédibilité. Ce qu'il ignorait, ce n'était pas seulement que j'avais conservé la clé maître physique. Ce qu'il ignorait véritablement, c'était la profondeur de mon anxiété parentale, la facilité avec laquelle le doute peut se transformer en conviction lorsque la transparence est rompue. Il avait vu le blocage comme une nécessité technique. Je l'avais vu comme un acte de rébellion et de vol. « C'était pour nous » a-t-il conclu, un sourire timide éclairant enfin son visage fatigué. « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est une petite dette que je rembourse. Vous avez toujours dit que la maison de la colline était le meilleur endroit au monde. » Ce jour-là, la relation avec mon fils a changé. Elle n'est pas revenue à la normale. Elle est devenue quelque chose de plus profond, quelque chose de plus résilient. Nous avions traversé l'épreuve du doute absolu pour en ressortir avec une compréhension mutuelle plus forte. Il a appris que même avec les meilleures intentions du monde, la rupture de la communication et de la transparence peut engendrer la panique et la méfiance. Et j'ai appris que mon fils n'était plus l'enfant que je devais protéger, mais un homme capable de manœuvres financières complexes, motivé par un amour profond et capable de sacrifices énormes. Quelques semaines plus tard, la signature a eu lieu. La surprise était totale, parfaite. Nous sommes allés à la vieille ferme. La vue était exactement comme je m'en souvenais. Le silence de la colline, le vent dans les feuilles. C'était le plus beau cadeau de ma vie. Non pas pour la valeur de la propriété, mais pour l'acte lui-même. La preuve que derrière le secret et l'attention, il y avait un cœur qui battait fort pour sa famille. Notre histoire est un avertissement. Une anecdote que je raconte maintenant souvent, surtout aux parents qui voient leurs enfants adultes naviguer dans des eaux financières ou numériques qu'ils ne comprennent pas. Ne présumez jamais de l'intention. Quand les actions semblent déraisonnables, quand la communication est rompue, il est facile de sauter aux conclusions les plus sombres. Mais derrière l'écran de fumée numérique, derrière les blocages et les silences, il y a peut-être une vérité bien plus complexe, et souvent une vérité bien plus belle que nous ne l'aurions imaginée. Le secret, dans ce cas précis, avait été un catalyseur de méfiance, mais son intention était la plus pure des marques d'affection. La leçon est gravée. La confiance, une fois ébranlée, ne se reconstruit pas par l'absence de conflit, mais par la confrontation honnête de la peur. Nous avons récupéré l'accès au compte, mais nous avons surtout récupéré un niveau de confiance et de respect mutuel que l'argent, peu importe sa quantité, n'aurait jamais pu acheter. Mon fils et moi parlons maintenant de tout, absolument tout, même si c'est pour s'écharper sur les meilleurs protocoles de sécurité numérique. Le compte est de nouveau partagé, mais maintenant, il y a une nouvelle règle. Pas de mouvement majeur sans un simple message, même un emoji qui signale que tout est sous contrôle. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, si un silence numérique s'installe ou si vous ressentez une barrière de communication, ne laissez pas la peur dicter votre réaction. Creusez, cherchez la clé maître, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Parlez, même si cela vous coûte d'admettre que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Le silence est le terreau de la suspicion. Et parfois, le plus grand secret cache la plus grande preuve d'amour. Et quant à mon fils, il a payé sa dette. Il m'a donné la maison de mes rêves. Mais ce qu'il m'a donné de plus précieux, c'est la certitude inébranlable que même dans l'ère la plus complexe du numérique, l'amour d'un enfant reste le meilleur investissement qui soit. Merci mon fils, merci de m'avoir fait douter de toi pour mieux me prouver ta grandeur.